Bonjour à tous. Merci d'être présents parmi nous en ce début d'après-midi pour assister au webinaire de Cyril Croix sur les actualités du droit de la construction. Alors, c'est un domaine qui est régulièrement remis à jour. C'est ce qu'on appelle un marronnier d'opérations immobilières, puisque c'est un rendez-vous que vous retrouvez chaque trimestre. J'en profite de cette introduction pour vous annoncer la date du prochain qui aura lieu le 12 septembre. Donc, d'ores et déjà, notez-le dans vos agendas. Et alors, si Cyril, vous voulez bien passer la slide suivante, je vais expliquer comment poser une question puisque c'est une présentation qui est interactive. Merci beaucoup. En effet, en tant que participant, vous pouvez poser des questions à Cyril Croix. Voilà. Donc pour cela, c'est très simple. Il faut déplier le petit panneau avec la flèche orange. Vous saisissez votre question, vous l'envoyez et l'ensemble des questions seront traitées en fin de conférence. Mais écoutez, je vous laisse la parole, Cyril. Merci Anne-Charlotte. Bonjour à tous. Merci de participer une nouvelle fois à ce webinaire consacré à l'actualité des droits de la construction. Je me connecte en visio pour saluer tout le monde et puis je me déconnecterai un petit peu plus tard pour que tout le monde puisse bien entendre l'intervention. Donc, un nouveau webinaire consacré à l'actualité du droit de la construction avec, comme d'habitude, une partie consacrée à l'actualité jurisprudentielle. Et nous verrons par la suite, en fin de webinaire, une actualité réglementaire consacrée aux troubles anormaux de voisinage. Voilà, je coupe ma caméra et je vous souhaite un bon webinaire et on se retrouve en fin de webinaire pour vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Donc, pour commencer cette présentation, l'actualité jurisprudentielle, j'ai sélectionné 8 arrêts. Alors, juste, excusez-moi Cyril, en fait, on voit plus le support. Ah, eh bien, écoutez, voilà, ça doit être ça. Voilà. Ah non, il est reparti. Il est reparti. Voilà, excusez-moi. Voilà, normalement, c'est bon. Oui, Voilà. c'est bon. Excusez-moi pour cette petite erreur. Voilà, donc j'ai sélectionné pour ce nouveau webinaire 8 arrêts qui ont été rendus depuis le précédent webinaire qui datait du mois de février. Donc 8 arrêts avec des sujets divers et variés. Nous commencerons cette présentation par un arrêt qui a été très largement commenté un peu partout, qui est l'arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation, la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 mars 2024 sous le numéro 2022-18-694. Donc, c'est un arrêt qui constitue un revirement de jurisprudence très important et qui concerne la garantie de bon fonctionnement et ce qu'on a pu appeler la notion de quasi-ouvrage. Donc, pour rappel, j'ai indiqué les dispositions de l'article 1792-2 du Code civil qui dispose que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, d'ossature, de clous et de couverts. Et l'article 1792-3 du Code civil dispose quant à lui que les autres éléments, donc ce sont ces éléments-là dont on va parler, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de 2 ans à compter de sa réception. On a considéré que les éléments d'équipement indissociables peuvent être définis comme étant ceux dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut intervenir sans détérioration ou enlèvement de la matière de cet ouvrage. Les éléments dissociables sont ceux qui peuvent, au contraire, être démontés sans détérioration de la matière de l'ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert. Alors, attention, j'ai rappelé les termes d'une jurisprudence de 2013 qui a été confirmée par la suite, qui nous rappelle que les juridictions font une application de plus en plus stricte de la garantie de bon fonctionnement, puisque celle-ci n'a vocation à s'appliquer uniquement lorsque les équipements sont, comme le nom l'indique, appelés à fonctionner.
Hein, la jurisprudence de 2013 qui est apparue pour la première fois donc à cette date-là, nous disait que les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni le rendant impropre à sa destination, affectant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun. Voilà, donc tout ce qui concerne des éléments d'équipement non destinés à fonctionner ne relève pas des garanties légales issues des articles 1792 et suivants du Code civil. Donc il en est ainsi de la végétalisation de toiture, des moquettes, de ce qui est dallage, de peinture et d'enduit de façade, sauf lorsqu'ils ont un rôle d'étanchéité, l'ensemble de ces éléments n'étant pas destinés à fonctionner. Donc ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement. Est apparue par la suite ce qu'on a appelé la notion de quasi-ouvrage aux éléments d'équipement adjoints. Avant 2017, la Cour de cassation jugeait que l'impropriété à la destination de l'ouvrage provoquée par les dysfonctionnements d'un élément d'équipement adjoint à la construction existante ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs. Un élément d'équipement adjoint, c'est quelque chose qui vient être rajouté une fois que la construction est achevée. Alors, l'exemple type, ce que tout le monde prend comme exemple et ce qui était d'ailleurs l'objet de différentes jurisprudences, concerne par exemple un insert qui, avant 2017, n'était donc pas considéré comme relevant de la garantie décennale des constructeurs. Et donc, on s'en était avant 2017. Puis, en 2017, le 15 juin 2017, un arrêt rendu par la Cour de cassation, donc le 15 juin 2017, un revirement très important à l'époque, également très commenté, selon lequel les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables ou non, d'origine ou installés sur existence, donc c'est-à-dire les éléments d'équipement adjoints, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Donc c'est la notion de quasi-ouvrage qui avait pour conséquence d'obliger des intervenants qui n'étaient pas véritablement des constructeurs, mais des intervenants, par exemple la pose d'insert, une entreprise chargée de la pose d'insert, de s'assurer au titre de la garantie décennale, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc une nouvelle obligation qui était parfois méconnue par les entreprises elles-mêmes et qui pouvait entraîner diverses difficultés en cas de sinistre. Donc depuis 2017, la notion de quasi-ouvrage pour les éléments d'équipement adjoints à une construction existante. Cette décision est venue de nouveau, enfin est venue compliquer finalement, complexifier le régime de la garantie de bon fonctionnement, puisque en 2022, la Cour de cassation a de nouveau rappelé la question de l'application de la garantie de bon fonctionnement qui ne peut s'appliquer qu'aux éléments qui sont destinés à fonctionner. Donc, on a eu des décisions pour le moins contradictoires et une difficulté de connaître le régime particulier de ces éléments d'équipement. Compte tenu de ces difficultés, la Cour de cassation a opéré un revirement très important. Donc, c'est la décision commentée. La Cour de cassation juge désormais que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des ordres, mais uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. Ce qui fait que, compte tenu de cette jurisprudence rendue en mars 2024, on se retrouve exactement dans la situation antérieure à 2017, avec une exclusion des garanties légales pour tout ce qui concerne la garantie de bon fonctionnement au titre des éléments d'équipement adjoints à un ouvrage existant. Les conséquences de cette jurisprudence de 2024 est que désormais, le maître d'ouvrage qui est victime d'un sinistre ne bénéficie plus de l'assurance obligatoire, avec quand même cette réserve, c'est que, comme je vous le disais, c'est que de nombreux intervenants omettaient, ignoraient qu'il fallait souscrire cette assurance obligatoire, et en cas de sinistre, le maître d'ouvrage se retrouvait régulièrement face à des entreprises qui n'étaient pas assurées au titre de cette garantie. L'indemnisation des dommages donc causés par les éléments d'équipement adjoints sont désormais relèvent du régime commun
et ont vocation à être garantis par l'assureur multirisque habitation ou par l'assurance facultative de l'installateur. Voilà, cette première décision très importante qui opère un revirement total de la jurisprudence vient finalement clarifier les choses relativement aux équipements, aux éléments d'équipement adjoints à un ouvrage existant, puisqu'on se retrouve dans la situation qui était celle il y a une dizaine d'années. J'ai fait une synthèse concernant donc la garantie de bon fonctionnement et son application ou pas selon le type d'ouvrage et de désordre. Concernant les éléments d'équipement d'origine, si l'élément d'équipement dissociable ou indissociable, j'ai bien souligné, enfin mis la couleur bleue pour qu'on voit bien, donc si l'élément d'équipement dissociable ou indissociable a été installé lors de la construction, les désordres l'affectant relèvent de la garantie décennale s'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci. C'est l'article 1792 du Code civil. Deuxième point, si l'élément d'équipement indissociable a été installé dès l'origine, les désordres l'affectant s'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans son entier peuvent toutefois relever de la garantie décennale s'il porte atteinte à la solidité de cet élément d'équipement lui-même, dont c'est l'article 1792-2 du Code civil. Enfin, si l'élément d'équipement d'origine est dissociable de l'ouvrage, c'est-à-dire peut être enlevé sans détériorer l'ouvrage initial, les désordres qui l'affectent, s'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans son ensemble, sont susceptibles de relever de la garantie de bon fonctionnement uniquement, et non pas de la garantie décennale. Cette synthèse concernait donc les éléments d'équipement d'origine. Maintenant, une synthèse identique pour les éléments d'équipement installés sur un ouvrage existant. Si l'élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage est constitutif en lui-même d'un ouvrage, son impropriété à destination ou l'atteinte à sa solidité relève bien évidemment de la garantie décennale. Enfin, si l'élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, et ce, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais relève uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun. C'est ce dernier point qui est l'objet de la jurisprudence de mars 2024 qui constitue le revirement important qui a été largement commenté ces derniers temps. Voilà, donc suppression du régime de garantie légale pour les éléments d'équipement adjoints à un ouvrage existant. Je poursuis cette présentation par un deuxième arrêt qui a été rendu le 4 avril 2024 sous le numéro 22 21 132 et qui concerne la question de la réparation intégrale. Lors d'un précédent webinaire, nous avions évoqué le principe de proportionnalité entre le dommage et la réparation. L'arrêt que nous avions évoqué, c'était un arrêt qui avait été rendu par la Cour de cassation le 6 juillet 2023 sous le numéro 22 10 884. Pour mémoire, il s'agissait d'un maître d'ouvrage qui avait fait réaliser l'habitation et la hauteur des plafonds ne correspondait pas à ce qui a été prévu sur le plan. Le maître d'ouvrage sollicitait la démolition et la reconstruction de son ouvrage conformément au plan. La Cour de cassation avait estimé que la démolition était disproportionnée par rapport à l'ampleur du préjudice et avait indiqué que seul le versement d'une indemnité était nécessaire. C'est ce que je vous ai indiqué. Lorsque le maître d'ouvrage sollicite du juge qu'il prononce la démolition et la reconstruction d'un ouvrage en raison des non-conformités qui l'affectent, le juge doit rechercher, si cela lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités.
Voilà, il est demandé au juge d'étudier cette disproportionnalité qui peut exister entre le principe de réparation intégrale et l'ampleur du dommage. Le juge doit rechercher s'il existe ou non des solutions alternatives à la démolition de l'ouvrage, et ce n'est que si les désordres ou les non-conformités sont suffisamment graves et non réparables de façon pérenne qu'il convient alors de retenir cette solution réparatoire. Toutefois, cette décision rendue en juillet 2023 concernait des relations contractuelles entre un maître de l'ouvrage et son entreprise à l'origine des malfaçons. La question qui est soumise à la Cour de cassation dans la décision commentée est de savoir si ce principe de proportionnalité s'applique dans le cadre de relations quasi délictuelles ou extra-contractuelles, à savoir sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce principe de proportionnalité existe donc en matière de responsabilité civile. En l'espèce, une construction était attaquée par un voisin car elle ne respectait pas les règles du PLU relatives à la hauteur des constructions, cette non-conformité ayant pour conséquence de le priver, selon lui, d'une grande partie de la vue panoramique sur la côte et le littoral ouest, limitant l'ensoleillement dont elle bénéficiait et réduisait la luminosité de l'une des pièces à vivre de sa maison. Donc, un tiers attaque sur le fondement quasi contractuel le maître d'ouvrage. Il s'agit de relations entre différentes parties qui ne sont liées par aucun contrat et demande la démolition, la construction dépassant de mémoire 70 cm, la hauteur limitée par le PLU. Le maître d'ouvrage a essayé finalement d'appliquer la décision qu'on avait évoquée en juillet 2023 et a tenté de se prévaloir plus ou moins, sans le citer nommément, mais l'idée était là, de l'article 1221 du Code civil relatif aux relations contractuelles, selon lequel le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Donc, sachant pertinemment que cet article en lui-même n'était pas applicable, il a essayé, le maître d'ouvrage a essayé d'en appliquer le principe même et le principe de la décision de juillet 2023, à savoir l'existence d'une disproportion entre le dommage et le coût de reconstruction. Eh bien, la Cour de cassation n'a absolument pas suivi ce raisonnement. La Cour de cassation a purement et simplement rejeté ce moyen et a jugé qu'en matière extra-contractuelle, donc en matière quasi délictuelle, le juge du fond ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage. La Cour d'appel ayant ainsi caractérisé un préjudice résultant directement de la non-conformité de la construction aux prescriptions d'un permis de construire, la Cour d'appel a pu en déduire que la démolition de la construction dans les limites des prescriptions du permis de construire modificatif devait être ordonnée. Donc, en matière extra-contractuelle ou quasi délictuelle, le principe de proportionnalité ne s'applique pas. Donc, peu importe que le coût de la démolition-reconstruction, à partir du moment où le préjudice est démontré, que le non-respect des règlements est démontré, on applique le principe de la remise en état antérieure, à savoir la suppression de l'ouvrage causant préjudice au tiers, peu importe le montant des coûts de réparation et de démolition puis de reconstruction conformément aux règles du PLU. Donc c'est une décision vraiment importante qui distingue bien les cas de l'application du principe de proportionnalité en matière contractuelle, ce que je vous ai dit tout à l'heure, entre un maître d'ouvrage et une entreprise, oui, le principe de proportionnalité peut s'appliquer en matière de démolition, reconstruction. En matière quasi délictuelle, lorsqu'il s'agit de relations quasi délictuelles, ce principe de proportionnalité n'a pas vocation à s'appliquer. La Cour de cassation a été très claire sur ce point. Une décision, cette fois, concernant la sous-traitance et la responsabilité du maître d'ouvrage. C'est une décision qui a été rendue par la Cour de cassation le 7 mars 2024 sous le numéro 22 23
309. Je vous ai rappelé les dispositions de l'article 14-1 de la loi numéro 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, selon lequel, en matière de sous-traitance, il appartient au maître d'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant dont il a connaissance de la présence sur le chantier et dont les conditions de paiement n'auraient pas été validées. Ou, lorsque le sous-traitant est accepté que ses conditions de paiement ont été agréées, il lui appartient d'exiger de l'entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, qu'il justifie avoir fourni la caution. Donc, deux obligations à la charge du maître de l'ouvrage selon les différentes possibilités, hypothèses de connaissance ou pas de connaissance par le maître d'ouvrage d'un sous-traitant sur le chantier ou en cas d'absence de délégation de paiement. La Cour de cassation a rappelé dans la décision commentée les conséquences du non-respect de ces obligations par le maître de l'ouvrage. Les paragraphes qui suivent sont les paragraphes de la décision rendue par la Cour de cassation, donc qui a une vocation assez didactique puisque la Cour de cassation rappelle ces différents points. Si le sous-traitant n'a pas été présenté au maître de l'ouvrage et que ses conditions de paiement n'ont pu être agréées, le sous-traitant se voit ainsi privé de la possibilité d'exercer l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage. Donc, que peut-il faire? Son préjudice s'apprécie au regard des sommes que le maître d'ouvrage restait devoir à l'entrepreneur principal au jour où il a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier ou des sommes qui ont été payées à l'entrepreneur principal à cette date. Donc, en cas de connaissance par le maître d'ouvrage du sous-traitant et sans demander l'agrément, le sous-traitant perd le bénéfice de l'action directe, mais peut engager la responsabilité du maître de l'ouvrage et solliciter le paiement des sommes qui lui sont dues directement par l'entrepreneur principal. Le deuxième cas cité par la Cour de cassation, si le sous-traitant a été accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, mais que le maître de l'ouvrage ne s'est pas assuré de la remise au sous-traitant d'une caution ou de la mise en place d'une délégation de paiement, son préjudice correspond à la différence entre les sommes qu'il aurait reçues s'il avait bénéficié d'une caution ou une délégation de paiement, ou si une délégation de paiement avait été mise en place, et celle qu'il a effectivement reçue. Donc, la Cour de cassation rappelle que le sous-traitant, dans ce cas, est susceptible de demander la différence entre les sommes qui lui reviennent et entre les sommes qu'il a reçues et celles qui lui reviennent. La question posée dans cette décision était de savoir, et on est dans la deuxième hypothèse uniquement, dans le cas de la présente décision, savoir à quoi correspondent les sommes auxquelles le sous-traitant a droit. À quoi correspondent les sommes que le sous-traitant aurait perçues s'il avait bénéficié d'une caution. La Cour d'appel avait jugé, dans un premier temps, que le préjudice subi par le sous-traitant du fait de la faute du maître d'ouvrage correspond au montant de sa créance de travaux impayés, à l'exclusion des travaux supplémentaires dont les devis n'avaient pas été validés par le maître d'ouvrage, ainsi que d'une rémunération complémentaire qui n'avait pas été justifiée par le bouleversement de l'économie du contrat, du fait d'un tiers, ni validée par le maître de l'ouvrage. C'est-à-dire que la Cour d'appel a estimé que la seule somme que pouvait réclamer le sous-traitant en l'absence de fourniture d'une caution sont les sommes existantes mentionnées au terme du contrat, mais absolument pas les travaux supplémentaires réclamés par le sous-traitant. La Cour de cassation limitait donc l'indemnisation aux sommes correspondantes à des travaux validés par le maître d'ouvrage. La Cour de cassation a infirmé cette décision en jugeant que désormais le préjudice subi par le sous-traitant correspond à l'intégralité de sa créance de travaux impayés à l'égard de l'entrepreneur principal uniquement, sans exception, y compris si le maître d'ouvrage n'a pas validé les travaux supplémentaires commandés par l'entrepreneur principal. C'est-à-dire que si l'entrepreneur principal commande des travaux au sous-traitant, mais que ces travaux n'ont pas été acceptés par le maître de l'ouvrage, le sous-traitant qui engage la responsabilité du maître de l'ouvrage peut solliciter, outre le paiement des sommes contractuellement dues entre lui et l'entrepreneur principal, mais également les travaux supplémentaires qui lui ont été commandés sans l'accord du maître d'ouvrage. Donc, c'est une décision vraiment importante qui vient de plus en plus responsabiliser
le maître d'ouvrage, puisque pour lui, ça peut avoir des conséquences très importantes, l'engager à des paiements de sommes auxquels il n'est absolument pas informé. Donc, c'est une responsabilisation très importante qui est faite du maître de l'ouvrage, qui l'oblige finalement d'une part à vérifier la présence de sous-traitants et à solliciter l'agrément, et à vérifier les conditions financières en matière de caution et de garantie de paiement. Donc, une forte responsabilisation du maître de l'ouvrage pour éviter que celui-ci n'ait à payer des sommes supplémentaires dont il ignorait tout. Une quatrième décision rendue le 7 mars 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, toujours sous le numéro 22 20 555. C'est l'action récursoire. C'est une décision qui fait écho à une autre décision que nous avions évoquée précédemment, une décision de décembre 2022 sur l'action récursoire qui était également un revirement de jurisprudence très important. Cette décision du 7 mars vient faire écho et prolonge la décision de décembre 2022. Je vous ai rappelé que la Cour de cassation jugeait avant donc la décision de 2022 que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l'article 2224 du Code civil et se prescrivait donc par 5 ans. Mais avant de 2022, c'était 5 ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ça, c'est les dispositions du Code civil. Mais avant 2022, le point de départ de ce délai de 5 ans était couré à compter de l'assignation en référé. Je vous ai cité donc une décision de 2016 antérieure à 2022 qui était le revirement très important, puisqu'en 2016, la Cour de cassation jugeait que l'assignation en référé expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants. Donc avant, les recours entre constructeurs étaient 5 ans, mais à compter d'une assignation en référé, et y compris une assignation en référé expertise. Donc des délais très courts qui engageaient des recours et des appels en garantie successifs, alors qu'on se trouvait uniquement dans le cadre d'expertise judiciaire, sans procédure forcément au fond de la part d'un maître de l'ouvrage, mais les constructeurs entre eux ont, avant 2022, se trouvaient dans l'obligation de s'assigner les uns et les autres de manière préventive pour éviter toute acquisition de la prescription, et ce, à compter donc d'une assignation en référé. Donc, depuis l'arrêt du 14 décembre 2022, ce n'est plus l'assignation en référé qui fait courir les délais de prescription entre les constructeurs, mais c'est l'assignation au fond du maître de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs qui constitue le point de départ des recours entre les constructeurs eux-mêmes et leurs sous-traitants. Cette décision de 2022 avait pour objet de simplifier et d'éviter les recours systématiques qui venaient remplir les juridictions et complexifier les procédures au fond. Donc cet arrêt de 2022, je vous l'ai cité. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garantie des condamnations en nature ou par équivalent, ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Donc, cette décision, seule l'assignation, au fond, fait courir les délais entre constructeurs. Avec quand même une petite remarque qui a son importance, puisque la décision du décembre 2022 indique bien, dès lors l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, c'est-à-dire que l'assignation en référé expertise ne fait pas courir le délai. En revanche, si l'assignation en référé expertise est accompagnée également d'une demande de provision, c'est-à-dire une demande de reconnaissance d'un droit, on se retrouve finalement sous la jurisprudence antérieure avec un délai qui court à compter de l'assignation en référé expertise dès lors qu'elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit. On va dire, on va simplifier que désormais, c'est l'assignation en référé seule qui fait courir les délais entre constructeurs, avec cette nuance qu'il faut quand même toujours avoir en tête. Ainsi, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur se prescrit-il par 5 ans à compter du jour où le premier est assigné aux fins de mise en œuvre de sa responsabilité.
La question soumise à la Cour de cassation dans la présente affaire était de savoir si ce délai s'applique également à l'action d'un constructeur contre l'assureur d'un autre constructeur. Je vous ai simplifié les faits de cette décision, à savoir qu'un jugement a été rendu en 2013 et a condamné un assureur, Insolidum, avec d'autres défendeurs à payer au maître d'ouvrage diverses sommes. 2013, le jugement condamne Insolidum. L'assureur attend qui ne doit pas pouvoir exercer ses recours naturellement, assigne l'ensemble des assureurs des co-responsables aux fins d'être relevé et garanti des sommes qu'il a d'ores et déjà payées. Donc en 2016, 3 ans après le prononcé du jugement. L'un des assureurs qui est assigné par l'autre assureur se prévaut finalement de l'acquisition de la prescription biennale issue de l'article 1114-2 du Code des assurances entre lui et son assuré. Il estimait en effet que la prescription biennale vis-à-vis de son assuré étant acquise, un autre assureur ne pouvait venir solliciter sa condamnation dès lors qu'il n'était plus tenu lui-même de garantir son assuré en raison de l'acquisition de la prescription biennale. La Cour de cassation a été très claire et a indiqué, je vous ai repris la phrase telle qu'elle est indiquée dans l'arrêt de la Cour de cassation, à savoir que l'action récursoire d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l'action récursoire contre cet autre responsable. En conséquence, l'action récursoire de l'assureur d'un constructeur subrogé dans les droits de son assuré contre l'assureur d'un autre constructeur n'est pas prescrite tant que le délai prévu à l'article 2224 du Code civil n'est pas expiré, peu important que l'assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré en raison de l'expiration de la prescription biennale de l'article L114-1 du Code des assurances. Donc finalement, c'est le délai de 5 ans qui prévaut par rapport à celui de 2 ans qui ne concerne que les relations entre un assureur et un assuré. Mais l'assureur, lui, reste soumis à une possibilité de recours d'un autre assureur pendant un délai de 5 ans. Le recours d'un assureur contre un assureur d'un constructeur est recevable tant que le recours d'un constructeur contre un autre demeure possible. Voilà, une décision vraiment très importante en matière de prescription et d'application entre assureurs. Une décision également importante, mais qui n'est pas vraiment une surprise, mais qu'il faut quand même avoir en tête, rendue par la Cour de cassation le 2 mai 2024 sous le numéro 22-23-004, qui concerne les conséquences d'une demande d'extension de mission dans le cadre d'une expertise judiciaire. Je vous ai rappelé un point important. Contrairement à la prescription, la forclusion ne se suspend pas, mais elle s'interrompt pour recommencer à courir avec un délai de même nature. Donc, en matière de garantie décennale, on ne parle pas de prescription, mais on parle de forclusion décennale, c'est-à-dire que l'assignation en référé va interrompre le délai et à partir du moment où l'ordonnance aura été désignant l'expert sur les désordres, aura été rendu, un nouveau délai de même durée, c'est-à-dire un nouveau délai de 10 ans, va recommencer à courir. Donc, on parle d'une forclusion. Je vous ai rappelé les grands principes de l'expertise, des conséquences de l'assignation. L'assignation en référé-expertise interrompt donc la forclusion décennale. Et un nouveau délai de même durée commence à courir à compter du prononcé de l'ordonnance. Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire, c'est-à-dire que celui qui n'a pas été assigné la prescription ou la forclusion. Alors là, c'est les décisions parlent de prescription, mais c'est exactement la même chose pour la forclusion. Donc, pour que la forclusion soit interrompue, il faut bien évidemment que le défendeur ait été assigné. L'assignation en référé n'a pas d'effet erga omnes, c'est-à-dire que l'effet interruptif de l'action en justice ne vaut que pour son auteur. Et c'est-à-dire qu'un tiers ne peut pas se prévaloir de l'interruption d'une prescription qui a été initiée par le maître de l'ouvrage. Il lui appartient lui-même d'interrompre la prescription s'il le souhaite.
elle ne bénéficie qu'à celui qui a assigné. Et l'effet interruptif de l'assignation est bien évidemment limité aux seuls désordres qui sont mentionnés dans l'assignation. Décision de février 2023. Nous avions eu également l'occasion de commenter précédemment. C'est ces derniers points qui rejoint finalement la décision commentée, l'effet interruptif de la prescription limité aux seuls désordres mentionnés. Cette exigence d'identification des désordres qui détermine le cours de la prescription de l'acte dirigé contre celui contre lequel on veut empêcher de prescrire est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige. C'est ce qu'indique la Cour de cassation elle-même dans sa décision. Sécurité juridique à partir donc grâce à l'identification des désordres qui doivent être expressément listés dans l'assignation. La question soumise là était de savoir quelles sont les conséquences d'une assignation visant à étendre la mission de l'expert à l'examen de nouveaux désordres sur le délai de forclusion. C'est-à-dire qu'une expertise est en cours, un nouveau délai donc a commencé à courir pour les désordres qui ont été dénoncés au terme de la première assignation. En l'espèce, je crois qu'il s'agissait de désordres de peinture, donc qui avaient fait l'objet d'une interruption de la forclusion par une première assignation au fond. Donc un nouveau délai de 10 ans avait recommencé à courir. En cours d'expertise, des nouveaux désordres avaient été constatés sur les nourrices, à savoir concernant le lot plomberie. Le maître d'ouvrage avait donc sollicité une extension de mission sur ces désordres-là, extension de mission qui lui a été accordée et qui a refait courir un nouveau délai de 10 ans pour ces nouveaux désordres-là. Une fois le rapport déposé, le maître d'ouvrage a assigné, mais le maître d'ouvrage avait assigné dans le délai de 10 ans, mais non pas dans le premier délai de 10 ans initialement qui concernait les premiers désordres déclarés, mais dans le second délai de 10 ans qui rallongeait uniquement la forclusion concernant les désordres relatifs aux nourrices. Et la Cour de cassation a jugé, sans grande surprise, que la demande en justice aux fins d'extension d'une mesure d'expertise à d'autres désordres est dépourvue d'effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l'action en réparation des désordres visés par la mesure d'expertise initiale. C'est-à-dire que les conséquences de cette décision, au regard de l'effet d'interruption de la forclusion, de l'assignation et de cette décision, la date limite pour assigner au fond peut être finalement différente selon les désordres, et ce, malgré une date de réception unique. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment un point très important. L'extension de mission n'a aucune conséquence sur la forclusion qui court vis-à-vis des premiers désordres. Donc, le maître d'ouvrage, le demandeur, doit veiller à assigner au fond dans le premier délai qui concerne la forclusion des premiers désordres sans attendre et non pas dans le second délai qui a prolongé la forclusion pour les désordres nouvellement déclarés. Voilà, donc c'est l'indépendance des procédures et des désordres, c'est ce que je vous ai dit. La forclusion peut donc être acquise selon le cas à des dates différentes, et ce malgré l'existence d'une date unique en matière et s'il y a une demande d'expertise judiciaire, bien évidemment, avec des extensions de mission sollicitées au fur et à mesure de l'expertise. Une décision rendue le 15 février 2024, toujours par la troisième chambre, cette fois sous le numéro 22-23-179, une décision assez intéressante, finalement assez logique. Je n'avais pas eu souvenir d'une décision portant sur cette question-là. J'ai rappelé, bien évidemment, ce que vous connaissez tous, qu'un désordre est de nature décennale à deux conditions: s'il rend l'ouvrage impropre à sa destination ou s'il porte atteinte à sa solidité. La question soumise à la Cour de cassation était de savoir si les désordres de nature décennale, une fois qu'ils ont été qualifiés de nature décennale, est-ce qu'ils sont tous forcément constitutifs d'un préjudice? En d'autres termes, des désordres de nature décennale mais de faible ampleur peuvent-ils donner lieu à l'allocation de préjudice immatériel? Est-ce que la réparation uniquement suffit ou est-ce que ça entraîne forcément la possibilité pour le maître de l'ouvrage de solliciter l'allocation de préjudice
préjudice de jouissance, notamment en l'espèce. La décision portée sur des désordres, je vous l'ai indiqué, très minimes, puisque les désordres portés sur une problématique concernant les WC et sur le fait qu'un seul interrupteur avait été installé sur une gaine technique, annulant ainsi l'effet coupe-feu de cette gaine. Donc vraiment des désordres de très faible ampleur. La Cour d'appel, avait qualifié les désordres de nature décennale, car rendant l'ouvrage impropre à sa destination, mais avait rejeté la demande d'indemnisation au motif que la SCI, maître d'ouvrage, ne rapportait pas la preuve d'un trouble de jouissance, ni a fortiori d'une privation fût-elle partielle de l'appartement, et qu'en tout état de cause, en raison du caractère mineur des désordres, aucun trouble de jouissance ne peut en résulter. Voilà qu'il y a une réelle difficulté, puisque la Cour d'appel qualifie les désordres de nature décennale avec les rappels indiqués précédemment, c'est-à-dire impropriété ou atteinte à la solidité. Donc la Cour de cassation reconnaît l'existence de nature décennale, mais juge par ailleurs que les désordres ont un caractère mineur. Donc il y a une dichotomie entre ces deux termes que la Cour de cassation, bien évidemment, a rejeté. La Cour de cassation a infirmé la décision, l'arrêt rendu par la Cour d'appel, et rappelle que tout dommage matériel et immatériels consécutifs au désordre de l'ouvrage doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte. Donc, il résulte finalement de cette décision que tous les désordres de nature décennale sont forcément constitutifs d'un préjudice de jouissance que peut solliciter le maître de l'ouvrage, et ce, contrairement à ce qu'a indiqué la Cour d'appel, puisqu'elle avait indiqué que même si décennal mais de faible ampleur, le maître d'ouvrage ne pouvait pas solliciter l'allocation de troubles de jouissance. Donc, il faut avoir en tête désormais qu'un dommage, dès lors qu'il est qualifié de nature décennale, est forcément constitutif d'un préjudice de jouissance, à la condition que le maître de l'ouvrage en sollicite le paiement. Je vous ai rappelé un point important, c'est-à-dire que oui, si le préjudice immatériel est forcément existant dès lors que le dommage est qualifié de nature décennale, le champ d'application de l'assurance construction en elle-même n'intègre pas les préjudices matériels, c'est-à-dire que l'entrepreneur, le titulaire, peut être garanti au titre des travaux de réparation mis à sa charge, mais en revanche, les préjudices immatériels consécutifs à ces dommages garantis ne sont pas forcément garantis par l'assurance, l'assurance n'étant pas obligatoire en matière de troubles de préjudice immatériel. Voilà, c'est les dispositions de l'article, de l'annexe 1 à l'article A243-1 du Code des assurances, selon lequel le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ainsi que des ouvrages existants. Voilà, c'est uniquement une obligation d'assurance au titre des travaux de réparation et une assurance complémentaire facultative pour les préjudices de jouissance, lesquels sont forcément dus, quoi qu'il en soit, en cas de désordre de nature décennale. Une septième décision rendue le 4 avril 2024 sous le numéro 22 12 132. Pareil, une décision toujours intéressante et qu'il y a lieu de rappeler, qui concernait l'absence d'ouvrage. Je vous ai rappelé les grands principes de l'article 1792 du Code civil, selon lesquels les garanties légales des constructeurs n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de désordre affectant un ouvrage. Donc la notion de construction d'un ouvrage en elle-même peut être définie comme aboutissant à la réalisation d'un ensemble immobilier, ayant nécessité notamment la réalisation de fondations, de grosses œuvres, la réalisation de satures, de clos et de couverts. Donc pas de garantie décennale s'il n'y a pas de construction d'un ouvrage. Mais la question posée à la Cour de cassation était de savoir que se passe-t-il lorsque les désordres subis par l'ouvrage est causé par une absence d'ouvrage au sein de ce même ouvrage. En l'espèce, un expert judiciaire qui avait été missionné avait constaté l'existence de fuites, de venues d'eau et avait relevé des non-conformités ou des défauts de réalisation des absences d'ouvrage, puisque celui-ci avait noté une absence de descente d'eau pluviale sur les façades donnant sur une cour intérieure, un renvoi des eaux pluviales sur une descente mitoyenne, un défaut de collecte des eaux pluviales côté cour intérieure, des rejets sur les façades, des gouttières déversant sur des terrasses privatives,
un rejet des trop-pleins sur les terrasses inférieures ou les façades avec une stagnation d'eau sur les terrasses privatives. Le point principal de ce désordre était finalement l'absence de descente d'eau pluviale, tout se déversant dans la cour intérieure. Donc, il y avait une absence d'ouvrage puisque les constructeurs avaient omis de mettre en œuvre ces descentes d'eau pluviale. La Cour d'appel a jugé, si ces désordres, les venues d'eau, compromettent la destination et la solidité de l'ouvrage, il résulte cependant d'une absence d'évacuation des eaux pluviales et non pas d'une malfaçon. À ce titre, les désordres ne peuvent relever de la garantie décennale et engagent donc la responsabilité du constructeur qui, en omettant ces évacuations des eaux pluviales, a commis une faute dans la conception de l'ouvrage dont il doit assumer les conséquences. Ainsi, pour la Cour d'appel, les désordres provenant d'une absence d'ouvrage, à savoir l'absence de descente d'eau pluviale, sont consécutifs à un défaut de conception imputable à la société vendresse et ne relèvent pas de la garantie décennale, mais uniquement du droit commun. C'est une décision qui a été bien évidemment cassée par la Cour de cassation, laquelle, alors je ne vous ai pas repris parce que de toute façon, la Cour de cassation indique clairement dans sa décision en jugeant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les principes de l'article 1792 du Code civil, c'est-à-dire que dès lors que l'ouvrage dans son ensemble, c'est un petit peu ce qu'on a vu au début, l'ouvrage dans son ensemble est atteint de désordre de nature décennale, les constructeurs sont tenus responsables au titre de leur responsabilité décennale. Donc l'absence d'ouvrage peut entraîner la mise en place des garanties légales et ne relève non pas des relations contractuelles comme l'indique la Cour d'appel, mais des garanties légales des constructeurs. Une décision également très importante, cette fois rendue par la Cour de cassation le 15 février 2024, sous le numéro 22-23-682, qui concerne l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage ou ce qu'on peut appeler l'acceptation des risques. En matière d'immixtion fautive, j'ai rappelé les grands principes, à savoir que la responsabilité des constructeurs peut être écartée totalement ou partiellement en cas d'immixtion du maître d'ouvrage, laquelle peut être assimilée à une cause étrangère au sens de l'article 1792-1 du Code civil. Pour retenir l'exonération totale ou partielle des constructeurs, la Cour de cassation a fixé des conditions qui peuvent être résumées de la façon suivante, à savoir une réelle immixtion. Il faut que l'immixtion soit fautive et que le maître d'ouvrage soit notoirement compétent en matière de construction. On peut transposer ces conditions à ce qu'on appelle l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage, à la condition que celui-ci ait été parfaitement informé des risques encourus. En l'espèce, la Cour d'appel a retenu une acceptation des risques, puisque dans un arrêt très détaillé, la Cour d'appel indique que les maîtres d'ouvrage ont été informés par l'architecte de la nécessité de faire procéder à une étude de sol indispensable à la conception de fondations adaptées aux contraintes de celui-ci. La Cour d'appel rappelle que cette nécessité de procéder à une étude de sol a été rappelée par le Bureau d'études techniques sur ses plans qui portaient la mention sous réserve de l'étude de sol. Et enfin, la Cour d'appel a rappelé que le maître d'ouvrage avait des connaissances élémentaires de mécanique des sols et de résistance des matériaux pour comprendre aisément le danger d'effondrement inhérent à un bâtiment mal ancré dans le sol, de sorte qu'il était conscient des conséquences fâcheuses susceptibles de découler de l'absence d'une telle étude. Avec tous ces éléments-là, la Cour d'appel a limité la responsabilité des constructeurs en jugeant que le maître d'ouvrage avait accepté une certaine partie des risques en ne procédant pas à cette étude de sol, malgré tous les rappels. Eh bien, la Cour de cassation a été sévère vis-à-vis des constructeurs puisqu'elle a infirmé l'arrêt de la Cour d'appel
et a jugé qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les maîtres de l'ouvrage avaient été parfaitement mis en garde et informés par les locataires d'ouvrage des risques encourus par l'ouvrage à défaut de suivre le conseil donné de réaliser une étude de sol, la Cour d'appel a privé sa décision des bases légales. C'est-à-dire que pour la Cour de cassation, il ne suffit pas que le maître d'ouvrage ait été informé de la nécessité de réaliser les études de sol. Il appartenait au constructeur, non, d'une part, d'informer de la nécessité, mais également des conséquences de l'absence de cette étude de sol, ce que ces derniers n'étaient pas en mesure de rapporter dans le cas d'espèce. Donc, il y a un devoir d'information sur la nécessité de réaliser cette étude, mais également sur les conséquences résultant de cette absence d'études de sol. La décision donc réduit la possibilité pour les constructeurs de se prévaloir de l'émission du maître de l'ouvrage ou de l'acceptation des risques et renforce d'autant plus le devoir de conseil des constructeurs vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage. J'en ai terminé avec les différentes décisions jurisprudentielles qui ont été rendues depuis le mois de février 2024. Alors, une actualité réglementaire que moi, j'ai limitée à l'introduction pour la première fois dans le Code civil de la responsabilité du fait des troubles de voisinage anormaux. Donc, auparavant, le trouble anormal de voisinage était un principe prétorien qui ne résultait d'aucun écrit, aucun article du Code ne visait l'existence de troubles anormaux de voisinage. Désormais, alors, bon, c'est un nouvel article très intéressant et très important, mais au regard de la loi numéro 2024-346 du 15 avril 2024 qui portait, et je vous ai indiqué son nom, qui visait à adopter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, cette loi du 15 avril, finalement, n'a fait que créer un article 1253, ce qui est relativement peu par rapport à l'intitulé de la loi elle-même, puisque c'était une loi qui était censée s'adapter aux enjeux actuels. Bon, donc, création d'un article 1753 dans le Code civil pour la première fois. Donc, les troubles anormaux de voisinage ne sont plus une création jurisprudentielle, mais bien désormais un texte du Code civil, selon lequel le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître de l'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Finalement, ça ne fait que reprendre aussi la jurisprudence antérieure. C'est la codification du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, une décision qui date de 86, mais il y en a de nombreuses sur ce thème-là. La jurisprudence antérieure faisait de la responsabilité du trouble anormal de voisinage une responsabilité de plein droit, à savoir une responsabilité objective, l'absence de faute ne permettant pas d'échapper à cette responsabilité. Ce principe-là, je reviens un petit peu en arrière, cette responsabilité de plein droit est expressément reprise dans l'article dans le nouvel article 1753, puisqu'il est indiqué que le propriétaire ou le locataire est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Alors, un point important qui ressort finalement de la lecture de cet article est à voir avec la jurisprudence rendue sous le régime antérieur, puisque à l'origine, initialement, l'entrepreneur qui causait des dommages à des tiers pouvait voir sa responsabilité engagée par le tiers sur le fondement de troubles anormaux de voisinage, même s'il était plus aisé pour le tiers de solliciter la condamnation du maître d'ouvrage au titre de sa responsabilité de plein droit. Donc, l'entrepreneur, au terme d'un arrêt de juin 98, a été soumis à cette responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage.
Et puis, on a même qualifié par la suite, en 2005, l'entrepreneur de voisin occasionnel. Bon, un concept assez étonnant qui a été abandonné très rapidement par la Cour de cassation, l'entrepreneur n'étant plus considéré comme un voisin occasionnel. Mais on a par la suite, la Cour de cassation a tout de même par la suite reconnu la possibilité pour un tiers victime de troubles anormaux de voisinage de rechercher la responsabilité de l'entreprise exerçant pour le compte du maître de l'ouvrage, à la condition, cette fois, de démontrer une faute de l'entrepreneur, ce qui est totalement contraire à la responsabilité de plein droit. Donc, le tiers n'avait absolument pas intérêt à agir contre l'entrepreneur, puisqu'il devait par la suite démontrer l'existence d'une faute. Compte tenu de ces difficultés et de cette absence de logique, la jurisprudence visant à agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage à l'encontre de l'entrepreneur a été largement réduite, voire abandonnée en 2011, cette possibilité n'étant plus offerte qu'à titre très exceptionnel par la jurisprudence. Ces points-là sont assez importants puisque regarde l'article 1253 du Code civil nouveau, il est clairement l'entrepreneur est clairement absent de la liste des débiteurs de l'action fondée sur la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Donc il y aura lieu de voir si la jurisprudence modifie cette position-là, ou si effectivement l'article 1253 ne fait que reprendre finalement l'évolution de la jurisprudence antérieure en excluant expressément l'entrepreneur de cette action de trouble anormal de voisinage fondée sur une responsabilité sans faute. Un point également important et aussi assez décevant par rapport à l'intitulé de la loi qui était les intérêts actuels. Voilà, c'est la suppression de l'article L 113-8 du Code de la construction et de l'habitation qui a été repris quasiment mot pour mot à l'alinéa 2 de l'article 1253, à savoir que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou à défaut d'acte à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans les conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. C'est-à-dire qu'un trouble anormal peut exister au titre d'activités qui sont autorisées et c'est effectivement un alinéa 2 qui est dirigé afin de protéger tout ce qui est industrie agricole et troubles que ça peut poser aux riverains ou aux tiers. Voilà, donc les propriétaires qui exercent une activité telle que décrite à l'alinéa 2 de l'article 1253 nouveau du Code civil ne sont pas soumis à la responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage. Donc l'exonération s'applique pour le trouble anormal de voisinage provenant d'une activité, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'installation de la victime du trouble de voisinage, à la double condition que l'activité soit bien évidemment conforme au cadre législatif en vigueur et que l'activité se poursuive dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui n'aggrave pas le préjudice constaté antérieurement. Donc oui, il peut y avoir préjudice, mais pas forcément action au titre du trouble anormal de voisinage. Voilà, j'en ai terminé de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a des interrogations au titre concernant les différentes décisions qui ont pu être rendues, commentées. Je n'en vois pas. Bien évidemment, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Oui. Voilà, ou à me Alors, solliciter il pour y a eu deux des questions qui éclaircissements sont si besoin. venues pendant Eh bien, d'ici là, je vous votre souhaite, présentation. d'ici le 12 septembre 2024, on se retrouvera. Je vous souhaite à tous Non, une non, bonne fin d'année avant les Cyril. vacances d'été et au plaisir de vous retrouver à la rentrée. Merci beaucoup à tous et à Cyril, bientôt. Visiblement, vous m'entendez? Cyril ne nous entend pas. Ah,
Allô, allô? Ah. Alors, on me dit que j'ai des questions. Oui, tout à fait, Je oui, n'entends pas les excusez-moi. questions. Alors, il y a deux questions, un peu de façon assez attendue sur la première, sur l'arrêt de principe que vous avez présenté en premier, donc sur la notion d'équipement. La première, c'est pour revenir sur la notion de quasi-ouvrage. Alors, Si vous est-ce pouviez que vous m'entendez, préciser. Anne-Charlotte, Oui, oui, je vous Caroline? entends. Non, je ne vous entends pas. Ah, mince. Alors, Alors, attendez. mince. Alors, on vous demande une petite minute, le temps qu'on Je vais essaie essayer. de Je ne sais pas ce qui se régler. passe. Je vais me reconnecter. On vous demande une petite minute de patience pour pouvoir régler le son. Oui. Je vous entends, Anne-Charlotte. Oui, eh ben Oui. parfait. Oui, donc la première question, c'est sur la précision de la notion de quasi-ouvrage. Oui. Euh, voilà. Ah, C'est alors, pas forcément c'est pas forcément une question. oui. Eh ben, on appelle quasi-ouvrage effectivement tous les éléments d'équipement qui ont été réalisés et installés sur un ouvrage existant. Alors, quasi-ouvrage, pourquoi quasi-ouvrage? Parce que normalement, la qualification d'ouvrage, c'est ce que j'ai indiqué au début, à savoir la réalisation de fondations, de clos et de couverts, etc. Donc, l'exemple que j'ai cité, à savoir un insert, ne correspond pas à la définition d'un ouvrage au sens de la jurisprudence, puisque la réalisation d'un insert ne comporte pas tous ces éléments d'ossature, de gros œuvres, etc. Donc, c'est pour ça qu'on leur a donné finalement le terme de quasi-ouvrage, puisque bien que n'étant pas un ouvrage, ils étaient soumis finalement à une présomption légale de responsabilité des constructeurs, au même titre qu'un constructeur d'un ouvrage normal, on va dire. Donc, on a assimilé finalement, on parle d'insert pour les inserts de cheminée, mais également la pose d'une chaudière, à un moment, a été considéré aussi comme un quasi-ouvrage, avec une obligation pour les installateurs de chaudières ou d'inserts ou d'éléments de la sorte, cette obligation, du fait de la qualification de quasi-ouvrage soumise à la responsabilité constructeur, de s'assurer au titre de la garantie légale. Donc, la jurisprudence de 2024 exclut finalement ce type d'ajout à une construction existante qui ne constitue pas des ouvrages, à écarter finalement ces éléments de la présomption de responsabilité revenus au régime antérieur, à savoir un régime de droit commun, responsabilité contractuelle ou responsabilité civile de celui qui l'a installé. Et on parle de fait désormais d'un installateur et non plus d'un constructeur, puisque par le type de la jurisprudence antérieure, le fait d'être soumis à la responsabilité décennale faisait des installateurs des constructeurs au sens du Code civil. Parfait, Voilà. merci beaucoup. Et puis la deuxième question, c'est ce revirement va-t-il, selon vous, encourager le réemploi de matériaux? Ah bah oui, 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 c'est sûr que c'est quelque chose qui va pouvoir accélérer le réemploi des matériaux, puisque de réutiliser des éléments adjoints, de les démonter, de les réutiliser, sous le régime antérieur, faisait qu'on pouvait les assimiler, de les réinstaller ailleurs, à une obligation pour celui qui les réinstalle, de cette obligation de s'assurer au titre de la garantie décennale. Donc, ça limitait peut-être le frein en réemploi, puisqu'on se disait, celui qui voulait réinstaller pouvait se dire, mince, je pourrais être tenu au même titre que n'importe quel autre constructeur de cette obligation décennale et risquer une condamnation in solidum finalement avec d'autres constructeurs assez importantes. Et cette disparition de ce régime-là va de fait, et c'est peut-être aussi un des objectifs, hein, l'objectif, il y en avait plusieurs, c'était de permettre aux maîtres d'ouvrage d'obtenir une garantie, puisque comme je l'ai indiqué, les installateurs ne s'assuraient pas au titre de leur garantie décennale, puisqu'ils en ignoraient
finalement souvent l'obligation, et se retrouver sans assurance. Donc l'objectif principal a été de faire en sorte que finalement les maîtres d'ouvrage, les victimes, ne se retrouvent pas sans assurance. Donc puisqu'on rebascule la garantie sur l'assurance multirisque ou sur l'assurance facultative de l'entreprise. Et le deuxième objectif, effectivement, c'est de favoriser le réemploi, puisqu'on pourra déposer et réinstaller des éléments d'équipement dissociables sur d'autres ouvrages sans pour autant être soumis à la responsabilité décennale. Donc c'est aussi un des objectifs en matière de réemploi. Ok, merci. Et puis, dernière question, est-ce qu'une chaudière collective utilisée pour la production d'eau chaude et de chauffage est donc exclue désormais de la garantie décennale? Eh bien, c'est le petit tableau que j'avais indiqué dans ma présentation, c'est-à-dire qu'il faut savoir si l'élément d'équipement rend l'ouvrage et déjà s'il est d'origine ou pas. Si c'est un élément d'origine qui porte atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble, oui, il peut être soumis à la garantie décennale. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Voilà. On va arrêter de les prendre. slides, je crois que voilà, si la personne a besoin du petit tableau récapitulatif, Oui. voilà, parce que c'est vrai que c'est assez cool. Je peux le remettre, hein, ou je peux, comme vous le souhaitez. De toute manière, l'ensemble de la présentation, vous pourrez la retrouver et y réaccéder en vous connectant sur le site du moniteur. Et puis voilà, elle sera aussi partagée sur les réseaux sociaux. Bah écoutez, merci beaucoup Cyril, merci à tous les participants. Et donc rendez-vous le 12 septembre. Merci beaucoup À à vous. bientôt. À Au bientôt. revoir.